En fait, j'ai été très surpris que Trump ait réagi si rapidement. Il est parti de Séoul, il est juste parti comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble dans la même pièce. Ici étaient restés 100 minutes, dont 20 pour s'installer avec les journalistes. Ils se sont souri, ont échangé quelques discours, puis tout s'est terminé, les journalistes sont sortis et les discussions ont commencé. Et oui, il y a encore 20 minutes à la fin pour décider quand on sort, ce qu'on fait exactement, ce qu'on dit, et ainsi de suite. Oui, eh bien, cela fait déjà 40 minutes. Oui, donc il reste 60 minutes, 1 heure, c'est 1 heure. Ce n'est rien, à moins que tout ne soit déjà convenu, que tout ne soit déjà réglé, et c'est tout. On se serre simplement la main. Écoute, eh bien, voilà, bon, d'accord. Donc, bon, d'accord, allons-y, tout va bien, on y va, tout le monde sort, on sourit, on est content. Non, nous ne pouvons même pas imaginer en réalité quels bouleversements tectoniques se produisent actuellement en Chine. C'est pourquoi j'ai l'impression que c'était une rencontre rapide, au cours de laquelle ils ont décidé qu'ils allaient faire tout ce dont ils étaient convenus avant la rencontre. Donc, tout cela avait un rapport avec ça. C'est un tremblement de terre extrêmement puissant en Chine et comme un tsunami, il fera le tour du monde si cela se produit vraiment ou est en train de se produire. Mais il y a beaucoup de choses, je l'ai déjà dit 2 fois, et de nombreux genres de confirmations indirectes que quelque chose s'y passe. Bon d'accord, procédons dans l'ordre. Donc, toute une série de chaînes occidentales en chinois, c'est-à-dire des ressortissants chinois, qui, pour ainsi dire, là-bas, font des podcasts, des émissions, de la radio, et tout en chinois. Ils commentent. Une déclaration inconcevable pour la Chine venant d'un ex-membre du Politburo du Parti communiste chinois. Donc, comme essayait de le dire le Parti communiste de l'Union soviétique, le Parti communiste chinois et ainsi de suite, il était aussi vice-premier ministre de la République populaire de Chine. Un certain Wang Yang, il n'est pas vraiment à la retraite, il fait simplement partie, pour ainsi dire, des anciens là-bas. Là-bas, comment ils les appellent, c'est-à-dire qu'ils ont tout un groupe de personnes qui influencent la politique sans avoir de poste officiel. Alors, pourquoi est-ce impossible ? Je dis cela parce que cela contredit la doctrine que Xi Jinping applique depuis des années, et ça, en Chine, c'est impossible, tout simplement impossible. Soit il y a un changement de cap, alors pourquoi Xi lui-même n'en parle-t-il pas, comme on dit ? Soit il y a un changement de dirigeant, soit Wang Yang est un suicidaire. Voilà, mais il s'est déjà écoulé, disons, 2 jours, et il ne lui est rien arrivé. Le nouveau ton venait de Wang Yang qui aurait prononcé cette phrase. Les négociations doivent aboutir à un succès. Comme lors de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2000, les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial de la Chine et la plus grande économie du monde. Un accord réussi brisera l'impasse diplomatique de la Chine et une fois qu'il sera conclu, les problèmes de l'Europe se résoudront d'eux-mêmes. Il y a ici 2 déclarations vraiment surprenantes dans ce que vous venez d'entendre. Premièrement, nous devons négocier et non pas nous heurter aux États-Unis. Deuxièmement, que signifient les affaires en Europe ? Parlons-nous de la guerre Russie-Ukraine ? Si nous trouvons un accord avec les États-Unis, cela se terminera. Mais que se passera-t-il si la Chine conclut un accord avec eux ? La Chine arrêtera simplement de soutenir la Russie ? Pour montrer sa bonne volonté, un signe de bonne volonté, Pékin a repris l'achat de soja américain et a fortement réduit l'importation de pétrole russe. La ministre des Finances américaine, Bessin, a qualifié le résultat de base très réussi. La représentante commerciale, Greer, a déclaré à Fox News que les 3 objectifs des négociations en Malaisie avaient été atteints. Pékin a renoncé à la menace des terres rares, a abandonné l'atout du soja utilisé par Smaya et a accepté de coopérer au contrôle du fentanyl. En d'autres termes, l'époque de la confrontation est terminée. Mais si l'ère de la confrontation avec la Chine s'en va, eh bien, Xi, il est le principal combattant contre le monstre capitaliste américain. Rédacteur, je soupçonne que je sais ce qui s'est passé. Avec Obama et Biden à la tête des États-Unis, Trump était une conséquence naturelle. Ils ont simplement attendu, décidant qu'il serait écarté, et ont assuré à la Chine qu'il serait écarté, et il l'a été. Et qu'on pouvait l'oublier. C'est là qu'ils se sont trompés. Bien sûr, la politique de Xi portait ses fruits. Il est agressif. Personne n'a réagi à son agression territoriale ou économique, ni en Europe, ni aux États-Unis.
Ils ont soudoyé tout le monde, même envoyé de l'argent à Joe Biden. Tous se sont protégés. Nous pouvons appliquer notre politique sereinement. Et alors, un dirigeant agressif, disons, obtiendra ce qu'il veut beaucoup plus rapidement. Eh bien, voilà que Trump 47 entre en scène. Et tout ce que Xi a construit s'effondre. Au lieu de dominer le monde, Xi a obtenu l'union des fournisseurs contre leurs acheteurs, c'est-à-dire les consommateurs. Les États-Unis sont le marché numéro 1 de la Chine, cela représente donc 15% de toutes les exportations. Avant, c'était 18%, maintenant, pour une raison quelconque, c'est devenu 15%. L'Union européenne, c'est 8% et le Japon, je ne compte pas les fractions. Japon 5%, Angleterre 3%, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande 5%. Perdre même le marché américain, c'est une catastrophe. Et perdre, après les États-Unis, 40% de ses exportations, c'est la ruine. Qu'est-ce que la ruine ? Ce sont des émeutes. Cela peut être le renversement du Parti communiste, parce que pour le peuple, c'est le parti qui nous a menés à cet état. La Chine attendait de voir si les États-Unis pourraient faire pression sur l'Union européenne. Quand la Commission européenne a annoncé l'arrêt des achats d'énergie à la Russie, le sort de cela a été scellé. C'est l'a compris et a essayé de créer une armée secrète pour prendre Pékin. Comme Zhukov, avec 2 divisions, en fait une seule, puis il a ajouté la Kantemirovskaya, et une autre dont j'ai oublié le nom. Il a pris Moscou après l'assassinat de Staline. Certains parlent de sa mort, mais c'était bien un assassinat, comme nous le savons aujourd'hui. Et le ministère de Beria a été détruit, avec lui, qui comptait simplement reprendre les rênes du pouvoir de l'Union des républiques socialistes soviétiques entre ses mains. Voici ce que l'on a appris sur la préparation de ce coup d'État contre ceux qui tentaient d'en organiser un contre lui. Dès que la 4e session plénière s'est terminée la semaine dernière, Tsai Xia, ancienne professeure de l'école centrale du Parti communiste chinois, aujourd'hui installée à l'étranger, a fait une déclaration exclusive. 2 des généraux les plus puissants de Xi, He Weidong et Miao Hua, ont secrètement créé une armée privée sous son commandement pour mener des opérations militaires clandestines. C'était une révélation stupéfiante. À suivre. 25 octobre. Tsai Xia a révélé dans l'émission chinoise Fan Fei Time que l'ancien directeur du département du travail politique, Miao Hua, et l'ancien vice-président de la commission militaire centrale, He Weidong, ils ont secrètement formé à Langfang, Hebei, une unité militaire totalement indépendante des commandements existants. Langfang, la ville de la province du Hebei où était basée l'unité, se trouve à seulement 35 à 37 miles du centre de Pékin, à moins d'1 heure de route de Zhongnanhai. Ce qui rend cette unité inhabituelle, c'est sa chaîne de commandement. Elle ne relevait d'aucun théâtre d'opération, d'aucun type de forces armées, ni d'aucun commandement régional. Elle ne relevait que de Miao Hua et He Weidong et refusait d'obéir aux instructions de tout autre organisme militaire. Tout d'abord, l'objectif de cette unité était évident. Il s'agissait d'une force de sécurité personnelle spécialement créée pour Xi par Miao Hua et He Weidong, en fait la propre force secrète de Xi. Deuxièmement, les généraux impliqués dans cette affaire n'auraient jamais pu admettre, ni n'auraient osé admettre, que cette unité avait été créée sur ordre direct de Xi. C'est précisément pour cette raison que les accusations officielles portées contre eux, connues sous le nom de 2 grandes violations, sont si étroitement liées à cette affaire. Troisièmement, l'existence même de cette unité prouve que Xi ne contrôlait plus le commandement militaire réel. S'il avait eu le contrôle, il n'aurait jamais eu besoin de prendre de telles mesures pour créer secrètement ses propres forces. L'ancienne commandante lieutenante de la marine, Yao Chen, confirme des informations similaires, affirmant que le groupe était impliqué dans un complot frôlant la rébellion du service de sécurité secret. Dans un régime communiste normal, tout le monde surveille tout le monde. Et les manœuvres de Xi n'ont pas échappé à la direction de l'armée. Au moment de la 4e session plénière, près de la moitié des généraux de haut rang, loyaux à Xi, avaient déjà été démis de leurs fonctions.
Revenons maintenant à ce qui s'est passé juste avant la 4e session plénière, après que les 9 principaux généraux de Xi aient été démis de leurs fonctions. Le journal Le Quotidien du Peuple a publié un éditorial rempli d'accusations politiques exceptionnellement graves, chacune ayant une signification immense dans le vocabulaire du parti. Dans le langage politique du Parti communiste chinois, chaque mot de cet éditorial avait le poids d'un marteau. Ensemble, ils ne désignaient pas la corruption ou des fautes, mais quelque chose de bien plus grave, une tentative de prise de pouvoir. L'éditorial a accusé les généraux déchus d'avoir perdu leur loyauté et leur intégrité, une accusation extrêmement rare qui, dans le langage du parti, implique une trahison, voire une désertion. Il a également été dit qu'ils avaient gravement sapé le principe selon lequel le parti commande aux armes, une doctrine de l'époque de Mao qui définit la survie du Parti communiste chinois. Remettre en cause cette règle, c'est remettre en cause le parti lui-même. Et enfin, ils ont été accusés d'avoir gravement sapé le système de responsabilité du président de la commission militaire centrale. En résumé, c'était une tentative de coup d'État militaire. Ces 3 accusations, si on les considère ensemble, forment une chaîne logique unique. L'affaire n'a jamais concerné la corruption ou la cupidité. Il s'agissait d'une tentative organisée de prendre le contrôle du parti et de l'armée. Dans ce contexte, le départ forcé de Xi s'explique mieux. Sa force secrète contre Zhang Yuxia et les anciens du parti a été dévoilée. Presque tous les généraux qu'il avait personnellement promus ont été neutralisés et au sein du parti, l'organe central de prise de décision et de coordination a obtenu des preuves directes issues de l'enquête sur la mort de l'ancien premier ministre Li Keqiang, qui, selon les informations, impliquerait Xi et son épouse. Si cela venait un jour à éclater, ce serait le plus grand scandale politique de l'histoire du Parti communiste chinois. Et il semble que sauver le parti soit devenu le mot d'ordre de tous ceux qui n'étaient pas dans le sillage de Xi. Parce que sa tentative de prise de pouvoir, si cela est vrai, aurait perturbé l'existence paisible de l'élite. Non, à la question « nous ou Xi », le parti a répondu « nous ». Et il semble que Xi ait perdu de l'influence. Je ne serais pas surpris si la liberté de mouvement était aussi restreinte. Lui et sa femme, qui, selon les rumeurs, agiraient comme ses décideurs, opèrent dans l'ombre des organisations juridiques. Que ce soit vrai ou non, nous ne le savons pas, bien sûr, mais Trump, qui a rencontré Xi, est sorti après 100 minutes comme nous le savons. Sans un mot de plus, il est parti. Bien sûr, en 1 heure, 60 ou 50 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Mais ensuite, en sortant, les leaders ronronnent, se tapent sur différentes parties du corps et expliquent ensemble au monde à quel point ils sont des gars formidables. Rien de tout cela ne s'est produit, j'ai décidé qu'ils n'étaient parvenus à aucun accord. En réalité, ce que les Chinois avaient promis avant Xi s'est produit et son arrivée n'a rien changé. Il n'a rien ajouté, rien retiré, rien changé. En juillet 2024, lors de la 3e session plénière, Xi aurait subi un accident vasculaire cérébral. Zhang Yuxia, soutenu par les anciens du parti, a aussitôt pris le contrôle de l'armée. L'un des généraux les plus proches de Xi, Miao Hua, faisait l'objet d'une enquête. En mars 2025, Jiang est allé plus loin en arrêtant l'allié militaire clé de Xi, He Weidong, ainsi que plusieurs autres loyalistes. À partir de ce moment-là, le contrôle de Xi sur l'armée a disparu. En avril 2025, lorsque Xi a tenté de renverser la situation et de relancer l'affrontement commercial mondial, les anciens sont intervenus et l'ont arrêté. En mai 2025, lors de sa visite à Moscou pour le défilé de la victoire, les anciens ont pris leurs mesures. Xi devait démissionner lors de la prochaine session plénière. Lorsque Xi est retourné en Chine, il a été discrètement envoyé dans la ville de Lai'an pour 2 semaines de réflexion.
En juin 2025, Xi a accepté de démissionner lors de la 4e session plénière et a quitté Zhongnanhai. Les anciens ont ensuite créé une nouvelle structure, l'organe central du parti pour la prise de décision et la coordination, qui a effectivement privé le comité permanent du Politburo de tout pouvoir réel. En juillet 2025, Xi a refusé de convoquer une session plénière pour le mois d'août. Il a été envoyé dans la ville de Yangshuan, dans la province du Shanxi, pour qu'il se calme. Le Premier ministre Li Qiang l'a remplacé au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud au Brésil. Lors de la conférence de Beidai en août, toutes les factions sont parvenues à un consensus. Xi doit partir. En septembre, son inspection militaire était claire. Le rapport a été présenté par le lieutenant-général Ivan Yan. Il a commencé à apparaître en public comme un nouveau visage des affaires du parti. Enfin, en octobre, Pékin a officiellement annoncé que 9 généraux de haut rang avaient été démis de leur commandement. Le message était clair, l'armée avait terminé le processus de neutralisation de l'influence de CS face aux troubles internes et à la pression extérieure croissante. La 4e session plénière est devenue le moment idéal pour officialiser le départ de Xi. À huis clos, le Parti communiste chinois a caché la vérité. Xi a abandonné à la fois le pouvoir du parti et le pouvoir militaire. Son poste de président de l'État ne sera plus qu'un symbole, un talisman cérémoniel destiné à maintenir l'illusion de la continuité. C'est une politique de boîte noire à la chinoise. Le processus politique est tellement opaque que même beaucoup de personnes à l'intérieur du système ne peuvent pas comprendre où se trouve le véritable pouvoir. Hu Jintao, qui a retrouvé de l'influence après l'accident vasculaire cérébral de Xi, insiste pour revenir à la voie pragmatique de Deng Xiaoping. Pour gérer la chute de Xi, les anciens ont repris la méthode de Deng. Aujourd'hui, Wang Yang joue le rôle de Hu Yaobang, dirigeant discrètement les affaires du parti sans titre, tandis que Zhang Yuxia et Liu Yuan jouent le rôle de Deng Xiaoping en réorganisant l'ordre politique par le contrôle militaire à Xi. Actuellement, il vit sous les soins de Hua Guofeng. Il lui est toujours permis de rencontrer des dignitaires étrangers en tant que chef d'État nominal, mais il n'a plus de réel pouvoir. Nous ne faisons pas partie du Politburo du comité central du Parti communiste chinois, donc nous ignorons ce qui s'y passe réellement. Mais voilà qu'un expert après l'autre dit des choses similaires. On entre dans l'époque de Deng Xiaoping, celle de la modération raisonnable, mais nous dirons que cela reste une tyrannie. Là-bas, c'est une autocratie, oui, mais au moins avec le monde extérieur. Si tout se passe ainsi, Guitaï essaiera de vivre en paix. Ce qui se reflètera immédiatement sur les achats de pétrole, disons, auprès de la Russie, sur l'arrêt de l'aide militaire et logistique dans la guerre en Ukraine et sur le refus de facto de lutter contre le dollar. C'est aussi un point crucial pour Donald Trump. J'espère que tout est ainsi. Et si c'est le cas, ce qui est bien sûr un autre résultat de la politique de Donald Trump, alors je pense que l'équipe de Trump est formidable. Vraiment, Horort, Ludnick et d'autres gars. Et je pense qu'ils ont réfléchi très sérieusement, psychologiquement et de toutes les manières possibles à ce qui se passe en Chine. Et je serais très surpris s'il n'y avait pas eu d'action de l'armée et de ceux qui sont derrière la Chine, soi-disant. D'un léger indice venant de la Maison-Blanche. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.